Le mercredi 7 août 2019 à 14h13 précisément, le 911 reçoit un appel d'urgence. La femme au bout du fil indique qu'on lui a tiré dessus à 2 reprises, au niveau du cœur, et que le tireur s'appelle Michael Barrison. La police se rend évidemment immédiatement sur place et en arrivant dans ce lieu qui est en fait une magnifique ferme équestre, ils vont trouver effectivement une femme au sol avec 2 plaies par balle au niveau du torse. Cette femme, elle s'appelle Lorraine Kanarek. Un peu plus loin derrière elle, il y a 2 hommes qui sont en train de se battre, ils sont l'un au-dessus de l'autre comme ça, et sous la main de celui qui est en dessous, il y a une arme à feu qui est posée sur le sol. La police les sépare et l'homme qui avait le dessus sur la bagarre, qui s'appelle Rob Goodwin et qui est le petit ami de Lorraine Kanarek, pointe l'autre homme du doigt qui est toujours au sol, il est blessé, et il le désigne comme le tireur, Michael Barrison. Dès le lendemain, le jeudi 8 août 2019, Michael Barrison, qui a été hospitalisé à ce moment-là suite aux blessures qu'il a reçues de la part de Rob Goodwin, va être inculpé par la police et poursuivi par l'État du New Jersey pour double tentative d'homicide. On parle de tentative puisque, par chance, après 4 jours de coma, 2 morts cliniques, 3 semaines d'hospitalisation en soins intensifs, Lorraine Kanarek va survivre à ses blessures. Barrison va être emprisonné jusqu'à son procès qui va commencer un petit peu tardivement, plus de 2 ans et demi après les faits, Covid oblige, le 28 mars 2022, et il plaide non coupable pour aliénation mentale. C'est-à-dire qu'en fait, il plaide la folie, il dit qu'il ne se souvient d'absolument rien, qu'il a perdu la tête, et que, il n'était pas responsable de ses actes au moment des faits. Bon, jusqu'ici, c'est une histoire malheureusement assez banale, un type qui décide de tuer des gens et qui tente de plaider la folie pour s'en sortir. Sauf que les 10 jours pendant lesquels vont se dérouler le procès vont mettre en lumière une histoire radicalement différente et franchement complètement hallucinante. À tel point qu'on va rapidement se demander qui sont vraiment les victimes dans cette histoire. Entrez, prenez place sur le banc des jurés et préparez-vous à juger. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Je vais faire une petite précision avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet et du procès, puisqu'elle a été faite aux jurés. C'est que la question ici n'est pas de savoir si Michael Barrison a tiré ou non. On part du principe que il a tiré les coups de feu, simplement la question c'est est-ce qu'il est responsable, est-ce qu'il était conscient au moment où il a tiré de ce qu'il faisait ou pas. Même si vous allez voir que cette question de savoir s'il a vraiment tiré ou pas, elle va revenir du côté de la défense, on va se poser cette question-là quand même. Le procès va commencer par ce qu'on appelle en anglais les opening statements, c'est-à-dire le discours d'ouverture du procureur, puisque c'est l'accusation qui commence toujours le procès. Dans ce cas-là, le procureur s'appelle Michael Schellhorn. Il va faire un opening statement, ou une opening statement, je ne sais pas. En tout cas, il va faire un discours d'ouverture qui est étonnant à 2 niveaux. Le premier, c'est que... alors, après, ça dépend des juges, ça dépend des États. Parfois, l'opening statement est limité dans le temps. Mais de manière globale, si un procureur a envie de parler au départ pendant 1 heure, 1 heure et demie, dans la plupart des cas, il peut. Lui va faire un discours qui va durer en tout et pour tout 20 minutes, ce qui n'est pas incroyablement court, hein, ça peut être plus court que ça, il peut même ne pas y en avoir du tout, mais c'est pas hyper long. L'autre chose, c'est que sur ces 20 minutes, il va utiliser les 5 premières pour dire du bien de l'accusé. Alors ça, c'est vraiment étonnant, enfin, moi c'est à tel point que je me suis demandé en regardant la vidéo si je m'étais pas plantée et si j'étais pas en train de regarder l'avocat de la défense et pas le procureur. Et non, il va nous expliquer pendant 5 minutes à quel point on va entendre que Michael Barrison, c'est quelqu'un de super. But the defendant was really the reason that people came to that business because of his success
He had ridden at the highest levels of dressage. He had coached other athletes at the highest levels of dressage. Il va pas rentrer dans les détails du tout de l'histoire à ce moment-là. Normalement, c'est à ça que sert l'opening statement, c'est expliquer un petit peu la stratégie, voilà ce qu'on va vous prouver, etc. Il va pas faire ça, il va le dire d'ailleurs, il va expliquer que lui, il veut pas expliquer sa stratégie, il omet des choses volontairement, c'est ce qu'il dit, ce qu'il veut simplement, c'est qu'on comprenne qui sont les différents protagonistes de l'histoire. Voilà, c'est tout. Et puis il va avoir une autre phrase extrêmement étonnante, qui est la suivante. Vous allez peut-être entendre des choses qui ne vont pas vous plaire au sujet de Lorraine, ou Rob, ou d'autres personnes. Mais dire des choses méchantes, mal se comporter, ça ne justifie pas de se faire tirer dessus. Et puis il va quand même rappeler que pour lui, Michael Barrison était parfaitement conscient de ce qu'il faisait au moment où il a tiré, et que c'est ce qu'il va nous prouver pendant ce procès. Qu'est-ce que va répondre la défense à ça? Quel va être le discours d'ouverture de la défense? Et bien c'est là qu'on va commencer à se poser vraiment beaucoup de questions sur ce qui s'est réellement passé dans cette histoire, parce que écoutez bien ce que va nous dire Ed Billinkas, l'avocat de Michael Barrison. Il va nous expliquer que ce qui s'est passé, c'est que Lauren Kanarek et Rob Goodwin harcelaient Michael Barrison depuis des mois. Il était tellement flippé que, en fait, au début, il partageait une grande maison qui est séparée en appartements, je vous explique tout ça après, avec Lauren et Rob, et qu'il en est parti. Il a fui son domicile, il s'est installé à un autre endroit de la ferme une première fois, puis il a rebougé, et à la fin, il dormait sur un canapé dans son bureau ou dans son étable, je crois, quelque chose comme ça. Il nous explique que Lauren l'a avoué à la police, elle avait placé des micros sur la propriété, elle écoutait tout ce que disait Michael Barrison et elle écrivait des messages qu'il va qualifier d'absolument horribles sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Facebook. On va revenir là-dessus après. Il continue en nous expliquant qu'elle faisait tout pour briser sa réputation. Elle appelait des professionnels du monde équestre en disant que Michael Barrison ne prenait pas soin des chevaux, qu'il était un mauvais coach, qu'il était dangereux, qu'il était misogyne, homophobe, et j'en passe. Ce que nous dit donc ici Ed Billinkas, c'est que Lauren et Rob ont harcelé, menacé, en personne, mais aussi sur Facebook, Michael Barrison et sa compagne, au point que Michael a perdu la tête, il le répète plusieurs fois pendant son discours. Every man, woman has a breaking point. Tous les hommes ont un point de non-retour. Elle a atteint son point de non-retour, elle l'a poussé à bout. Et puis, après son passage, le juge va quand même rappeler que, attention, ça, ce sont les versions des deux parties, mais ça ne constitue pas la vérité. Ce ne sont pas des preuves. Mais alors, qu'est-ce qu'on a comme preuve? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette histoire de malade? Mais avant de rentrer dans les faits, déjà, qui sont ces gens? Que font-ils? Et comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Alors d'un côté, on a Michael Barrison. C'est un cavalier émérite qui s'est spécialisé dans le dressage. Le dressage, c'est une discipline du monde équestre qui consiste en fait à faire reproduire des mouvements à son cheval. Dans le procès, plusieurs fois, ils vont décrire ça comme danser avec des chevaux. C'est quelque chose qui est hyper technique parce qu'il faut à la fois entraîner le cheval, qui doit être capable de reproduire les mouvements, mais aussi le cavalier, puisque c'est le cavalier qui va dicter grâce à son corps au cheval quel mouvement il doit faire quand. Et puis il faut travailler aussi évidemment le lien entre le cheval et son cavalier. Donc c'est une discipline qui demande beaucoup de travail et qui est extrêmement technique. Michael Barrison, il est hyper reconnu dans le monde du dressage. Il a d'ailleurs participé en 2008 au JO de Pékin. Il n'a pas été médaillé, mais il travaille en parallèle comme coach. Et pour le coup, plusieurs de ses élèves ont été médaillés au JO et il accompagne régulièrement d'autres cavaliers qui préparent les Jeux Olympiques. C'est donc quelqu'un d'extrêmement reconnu, c'est un très grand businessman, il a monté 2 fermes. Il y en a une qui est en Floride et puis une autre qui est dans le New Jersey et en fait, suivant en fait la période de l'année tout simplement, il va dans l'une ou dans l'autre. Donc l'hiver il est en Floride parce qu'il fait plus chaud et quand il fait trop chaud l'été en Floride, il monte dans le New Jersey qui est un état un peu plus au nord, donc où il a tout simplement moins chaud. Dans ces fermes, il y a aussi du personnel, il y a plein de stagiaires aussi qui viennent se former au monde équestre, etc. Et il a entre autres 2 assistants.
L'un s'appelle Justin Hardin et l'autre s'appelle Mary Haskins Gray. Mary Haskins Gray est aussi la petite amie de Michael Barrison. En mars 2018, Michael Barrison donne un stage dans sa ferme de Floride, stage auquel participe une jeune femme de 37 ans qui s'appelle Lauren Kanarek. Elle est présente avec Rob Goodwin, qui est donc son petit ami, et avec son propre père à elle, puisque c'est lui qui finance son train de vie. C'est grâce à lui qu'elle peut faire de l'équitation à plein temps. Lauren et Rob sont d'anciens toxicomanes. Je le précise parce que ça a été dit dans le procès, qu'il y a eu la question de est-ce qu'ils consommaient encore au moment des faits ou pas. Eux disent que non. Toujours est-il qu'on peut supposer que Lauren, elle revient de loin, elle a été addicte à l'héroïne, et que donc son père est prêt à financer aussi toutes les activités qui lui font du bien et qui l'empêchent de replonger. Lauren a un but dans la vie, c'est faire les Jeux Olympiques. Elle est passionnée de dressage, elle veut absolument être la meilleure dresseur. Elle rencontre donc à cette occasion Michael Barrison, qu'elle ne connaît pas vraiment, mais ça se passe bien et les deux discutent et se mettent d'accord pour que Lauren Kanarek vienne s'installer dans la ferme du New Jersey dès le mois d'avril pour pouvoir s'entraîner et devenir une meilleure cavalière. L'arrangement à ce moment-là, c'est que Lauren va payer $5,000 par mois à Michael Barrison, en échange de quoi, elle va pouvoir amener 2 de ses chevaux qui vont avoir une place dans les écuries, qui vont être pris en pension complète, c'est-à-dire qu'ils vont être nourris, soignés, ils vont être dressés aussi. Elle va avoir un logement sur place, elle a un appartement qui lui est fourni, et ça comprend aussi le prix de ses cours, avec Michael Barrison, et aussi, a priori, ses assistants. Comment c'est organisé sur place ? Quand on arrive dans la ferme du New Jersey de Michael Barrison, il y a une énorme maison à l'entrée qui a été séparée en 3 niveaux. Donc il y a le sous-sol qui est occupé en général par les stagiaires qui viennent aider à la ferme, il y a aussi Justin Hardin qui vit là. Ensuite, il y a un étage avec différents appartements. Dans l'un d'eux vivent Michael Barrison et Mary Haskins Gray. Et puis, Lauren et Rob ont un appartement à eux dans cette maison également. La première saison, ça se passe super bien. 2018, tout se passe bien. Lauren Kanarek est ravie, elle le dit au procès, c'était génial. Elle s'est vachement améliorée, elle est très contente du niveau qu'elle atteint. Elle est entraînée par Michael Barrison, mais aussi par ses 2 assistants, Mary et Justin. Petit à petit, elle va commencer à pas être très contente parce que dans sa tête, elle paye une très grosse somme d'argent pour être entraînée par Michael Barrison. Être entraînée par Mary et par Justin, ça la fait chier, clairement, c'est pas pour ça qu'elle paye pour elle, sauf que lui estime, Michael Barrison, que s'il a des assistants, c'est bien pour être assisté dans ses cours, et que donc c'est normal qu'il ne puisse pas être tout le temps présent avec tout le monde. Il va qualifier Lauren Kanarek de cliente chiante, clairement, et petit à petit, visiblement, il a un petit peu moins envie de passer du temps avec elle, et il va se désinvestir un petit peu. Quand est-ce que ça part vraiment en live entre eux ? On sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, alors à la fin de l'été 2018, qui en théorie se passe plutôt bien, Lauren Kanarek s'en va. C'est pas très clair où est-ce qu'elle était pendant l'hiver. Visiblement, elle s'entraînait quand même en Floride, dans l'autre ferme de Michael Barrison, mais je crois qu'elle a une maison sur place, donc je pense qu'elle n'était pas logée sur place, donc peut-être c'était un petit peu différent. Elle doit revenir, elle revient d'ailleurs, en avril 2019, dans la ferme du New Jersey, et cette fois-ci, elle a plus de 2 chevaux, elle en a 4 au début, et puis il y a un 5e qui va arriver. Pourtant, la somme ne bouge pas, c'est-à-dire ça reste $5,000 avec le même arrangement, et en échange, du coup, pour ne pas augmenter cette somme, Rob Goodwin doit faire des travaux dans la ferme pour aider Michael Barrison à l'améliorer. Mais pas seulement pour l'améliorer. Pendant la saison hivernale, dans cette grande maison de la ferme du New Jersey, il y a eu un dégât des eaux. Il y a un tuyau qui a pété et il y a tout le rez-de-chaussée et tout le premier étage qui ont été inondés et qui sont vraiment dans un état, je vais vous mettre les photos, mais qui sont vraiment dans un état, c'est très abîmé. Et Michael Barrison prévient dès le départ Lauren et Rob, il les fait déménager, il les installe au tout dernier étage, avant ça ils étaient au premier, ils passent au 2e, et il leur dit que ça peut être que pour un temps relativement court et qu'il va falloir qu'ils trouvent un autre logement parce que c'est pas habitable tout simplement, et qu'il va falloir rénover toute la maison, et puis semble-t-il le plan de Michael c'est de rénover l'ensemble et de plus loger personne dans cette maison-là
pour pouvoir la garder pour lui et Mary et les enfants de Mary. Où vivent les stagiaires et Justin? Eh ben, ils ont des logements qui sont aménagés au niveau des étables, de la grange, etc. Voilà donc le nouvel arrangement entre Michael, Lorraine, Rob et le père de Lorraine, qui est toujours dans les parages puisque c'est lui qui paye, qui est donc défini en mars ou avril 2019. On sait que dès le mois d'avril, il y a quand même des tensions. Alors ils sont pas rentrés dans les détails pendant le procès, mais ce qu'on sait, ce qui a été dit, c'est que dès le 20 avril 2019, Lorraine envoie un texto à une de ses copines, et ce texto dit ceci. « On a acheté des caméras hier soir, Justin est une menace. On va mettre les caméras dans notre appartement et dans la grange, qu'on puisse toujours savoir ce que Justin fait et dit. » Un petit peu étonnant. Alors au procès, elle va dire que c'est complètement faux, qu'elle a menti, elle a bien envoyé ce texto, mais en fait elle a menti à son amie qui s'inquiétait pour sa sécurité, et c'était une façon de lui dire « mais t'inquiète pas, on a mis des caméras partout, tout va bien se passer et on est protégé. » En tout cas, ce que ça montre, c'est qu'il y avait déjà quand même des tensions, qu'il y avait une inquiétude de la part de l'amie de Lorraine, et que c'était suffisamment important pour que Lorraine réponde avec cette histoire de caméra. On sait que le 27 avril 2019, il y a aussi un rendez-vous qui est organisé entre Michael Barrison, Lorraine, le père de Lorraine, Rob, et que Mary est aussi présente à ce moment-là. Et d'après Michael Barrison, dans cette réunion, dès le 27 avril, il a déjà demandé explicitement à Lorraine et à Rob de partir. Il leur a dit qu'il allait falloir qu'ils trouvent quelqu'un d'autre pour les entraîner. Ce que va démentir totalement Lorraine. Elle va dire que Mary leur a dit qu'elle voulait qu'ils dégagent, et que pendant toute la réunion, Michael Barrison calmait Mary en lui disant ta gueule, clairement, c'est ce qu'elle dit, ça te regarde pas, c'est du business, tu sais pas de quoi tu parles, non, ils ont pas besoin de partir. Qui dit la vérité? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que dès le mois d'avril, il y a des tensions. Après ça, on n'a plus grand chose avant le mois de juillet. Le 10 juillet, Lorraine va chercher sur son téléphone portable le numéro des services sociaux. C'est une recherche qu'elle va faire à 2 reprises, une fois le 10, une fois je crois le 31 juillet. À ce moment-là, on ne sait pas très bien pourquoi elle cherche ce numéro. Elle dit que c'est faux, elle dit qu'elle ne l'a pas cherché. Quand l'avocat de Michael Barrison va lui mettre ses relevés sous les yeux, elle dit apparemment ça dit que j'ai cherché ce numéro, donc j'imagine que c'est vrai. Mais franchement, je m'en souviens pas, et si ça se trouve, c'est pas moi. D'ailleurs, à un moment donné, Justin Hardin m'avait volé mon téléphone. Allez savoir si ça se trouve, il a installé un logiciel espion dessus qui lui a permis de faire de fausses recherches à distance. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, je vous donne simplement l'info, c'est ce qu'elle a indiqué au moment de son témoignage. Le 25 juillet, Lorraine va poster un message sur Facebook, et je reviendrai un petit peu après sur tous les messages Facebook qu'elle a postés pendant toute cette histoire. Elle dit le 25 qu'il est temps d'aller à la guerre. Le 31 juillet, on sait que Lorraine et Rob vont acheter sur Amazon des caméras de surveillance ainsi que des appareils enregistreurs, donc je pense des dictaphones, ils en achètent 2, qui arrivent dès le lendemain, le 1er août. Vous vous souvenez que dans son opening statement, l'avocat de Michael Barrison, Ed Bilinkas, nous avait dit qu'effectivement Lorraine avait des enregistrements, qu'elle l'avait reconnu. Et c'est avec ces appareils-là que Lorraine et Rob vont commencer à enregistrer des conversations. Alors il y a eu un gros débat sur où étaient placés ces 2 dictaphones. Lorraine va dire que ces dictaphones, il y en a un qu'ils ont gardé avec eux, et que de temps en temps ils se baladaient et qu'ils le laissaient dans leur poche. C'était principalement Rob qui se baladait avec son dictaphone dans la poche et enregistrait des conversations, et que l'autre était placé dans son casier, puisqu'elle avait le droit aussi, dans tout son package là, à un casier qui était dans les étables, je crois. Il y a un grand bâtiment sur la ferme avec les étables, le bureau de Michael, le clubhouse, etc. Et il y a un couloir avec des casiers dont l'un d'entre eux appartient à Lorraine. Comme elle le loue, ça peut être considéré comme sa propriété. Ce qui rend ok le fait de placer un enregistreur. Puisque c'est là un petit peu tout le débat, c'est qu'on n'a pas le droit d'enregistrer les propos de personnes sans que ces gens le sachent. Mais aux États-Unis, on peut jouer un petit peu avec la loi. Si c'est sur sa propriété et où qu'on est présent, alors ça
peut être justifié, ça peut être ok, ça peut passer comme légal. Ce qui est intéressant, c'est que Lauren va dire dans ses messages Facebook, et je reviendrai dessus plus en détail après, mais elle va dire qu'ils avaient des yeux et des oreilles partout. Les gens au sein du Clubhouse vont commencer à paniquer puisque Lauren va diffuser sur Facebook des morceaux de conversation, quasiment mot pour mot, qu'ils ont eus. Et eux vont dire, on les a eus à différents endroits de la ferme. On n'a pas arrêté de changer de place, parce qu'on savait qu'elle nous enregistrait. Mais c'est pas possible. Si le dictaphone était simplement dans le casier de Lauren, le dictaphone ne s'est pas déplacé en même temps que les gens, elle va dire si, c'était vraiment toujours dans mon casier, pourquoi est-ce qu'ils sont venus parler systématiquement de trucs confidentiels et parler de moi devant mon casier? Franchement, c'est un mystère. On sait aussi parce que dans les enregistrements, il y a une réunion qui a été enregistrée entre Lauren, Rob, le père de Lauren, et leur avocat, puisqu'à un moment donné dans toute cette histoire, Rob et Lauren ont pris un avocat pour commencer à monter un dossier contre Michael Barrison. Pourquoi? Pour quel fait exactement est-ce qu'ils voulaient l'attaquer? On ne sait pas, puisqu'ils vont reconnaître qu'ils avaient un avocat, qu'ils envisageaient de partir en justice, mais en même temps ils vont dire c'est pas vrai, on n'avait absolument pas l'intention d'attaquer Michael Barrison en justice. D'ailleurs, pourquoi l'aurait-on attaqué en justice avant l'incident du 7 août? Donc tout ça est très bizarre. En tout cas, ils avaient un avocat, et on a une conversation, une retranscription d'un enregistrement, d'une conversation entre ces 4 personnes, justement où ils vont débattre du côté légal de ces enregistrements. Ils vont avoir une conversation avec leur avocat, mais aussi avec le père de Lauren, qui est un ancien avocat, pour savoir à quels endroits ils peuvent vraiment placer ces enregistrements. Est-ce que c'est bien légal ce qu'ils sont en train de faire? Et il y a un des 2 avocats qui dit tant que ça a été pris dans le casier, c'est ok. Et ils sont en train de parler d'un enregistrement en particulier sur lequel Rob Goodwin va préciser oui, les enregistrements ont bien été pris depuis le casier de Lauren, en tout cas celui-là, et il explose de rire. Ce qui peut quand même laisser supposer, comme va le suggérer la défense, qu'il y a peut-être eu d'autres enregistrements faits dans des endroits qui, eux, n'étaient pas légaux et que Lauren et Rob sont en train de mentir. Cette conversation entre Lauren, Rob, le père de Lauren et leur avocat, elle va avoir lieu le 2 août. Et le 2 août, c'est aussi le jour où Lauren Kanarek va contacter une association qui s'appelle Safe Sport pour déposer une plainte contre Michael Barrison. Qu'est-ce que c'est que Safe Sport? C'est une association qui veut faire en sorte d'assurer la sécurité dans le milieu du sport, donc ils vont s'occuper de tout ce qui est plainte pour des harcèlements, gestes déplacés, paroles déplacées. Ils vont intervenir notamment pour les mineurs, mais pas que, mais parce que le sport c'est un domaine dans lequel il n'est pas rare que des ados partent vivre dans un centre d'entraînement à 14-15 ans et se retrouvent sans leurs parents, entourés de personnes majeures. Il y a eu des abus, on le sait, de la part de coachs, donc le rôle de Safe Sport, c'est ça, c'est protéger les gens qui font du sport. Lauren va donc déposer une plainte auprès de cette association sur Michael Barrison. Elle va dire qu'elle subit ce qu'elle va qualifier de harcèlement de l'extrême et du body shaming. Donc elle va dire que Michael Barrison faisait des remarques sur son corps, des remarques désobligeantes évidemment, de manière régulière et que elle n'en pouvait plus de subir ça. Safe Sport, même si leur but c'est pas de protéger uniquement les enfants, ils ont quand même cette obligation particulière envers les mineurs et ils vont lui poser cette question de est-ce que ça concerne aussi un ou des enfants? Ce à quoi Lauren va répondre oui. Pourquoi elle dit oui? Parce que Mary, elle a 2 enfants qui viennent régulièrement passer du temps dans la ferme et elle va dire qu'elle a assisté plusieurs fois à des scènes dans lesquelles Michael Barrison était odieux avec les enfants de sa compagne. Safe Sport va enregistrer la plainte et ils vont surtout s'intéresser au fait que ça concerne un enfant. Et que vont-ils faire? En toute logique, ils vont prévenir les services sociaux et vous allez voir que c'est extrêmement important dans cette histoire. On le sait, à partir du 31 juillet à peu près jusqu'au 6 août, Michael Barrison va entrer en contact à peu près 4 fois avec la police. And they were told to not be in the horse barn after 9 p.m. and they're in the horse barn.
There is a client, we have a horse stable, and I asked her to go home for the evening and she won't leave the barn and she's screaming at me. We are in fear for our lives. Il va dire qu'il craint pour sa vie, il va même se rendre au commissariat avec les messages Facebook de Lorraine, il va expliquer qu'il se sent en danger, qu'il pense qu'elle va potentiellement le tuer. La police va pas réagir. Parmi tous ces contacts, il y en a un qui arrive le 3 août, il va appeler la police qui va se déplacer, qui va venir le voir, et il va parler des enregistrements de Lorraine. Il va dire que il peut plus se balader dans sa ferme, qu'elle a mis des micros partout, qu'elle ressort ses conversations, etc., etc. La police va aller voir Lorraine, puisqu'on le rappelle, ils habitent plus dans le même bâtiment, mais ils sont sur la même ferme. Lorraine va confirmer à la police, elle va dire oui, effectivement, je les enregistre, car je subis du harcèlement et j'ai besoin de preuves, mais ne vous inquiétez pas, j'ai parlé à 2 avocats, j'enregistre que depuis mon casier, tout est légal, y a pas de problème. Et la police ne va rien faire du tout, ni pour protéger Michael Barrison, ni pour protéger Lorraine Canerac en se disant que peut-être elle est victime effectivement de harcèlement, et si elle en arrive à ce stade, elle est peut-être aussi en danger. En tout cas, les deux ont l'air de se sentir en danger. Ils vont rien faire. Le 5 août 2019, Lorraine Canerac envoie un texto à son père en lui disant qu'elle peut confirmer de manière certaine que Michael Barrison sait qu'il les enregistre et qu'il est terrifié. Ce même jour, Lorraine et Rob vont recevoir une lettre assez peu sympathique de l'avocat de Michael Barrison qui leur demande officiellement de dégager. D'après Michael, c'était pas la première fois qu'il demandait à Lorraine et Rob de partir, mais c'est la première fois qu'il le fait de manière officielle. Le 6 août, on a un nouveau SMS de Lorraine à son père qui reparle d'à quel point Michael a peur d'elle. Et puis, ce même jour, va intervenir la mairie sur la ferme. Pourquoi est-ce que la mairie est là? Parce que dans les jours qui ont précédé, Lorraine et Rob ont écrit une lettre de 2 pages pour décrire l'état de la maison. C'est-à-dire qu'ils vont dire que la maison est inhabitable, que c'est insalubre, et qu'il y a un appareil sur la propriété qui leur paraît défectueux et qui, à leur sens, est un risque d'incendie. C'est Rob Goodwin en personne qui va porter cette lettre à la mairie, et la mairie va venir vérifier. Rob Goodwin va leur servir de guide sur la propriété, il va leur montrer tous les endroits où ça merde selon lui, et les gens de la mairie vont dire qu'effectivement c'est insalubre, effectivement il y a un risque d'incendie, et vont mettre des mots un petit peu partout sur les portes de la maison en disant que tout le monde doit dégager, et que chaque jour qui passe avec des gens à l'intérieur de cette maison expose le propriétaire, donc Michael Barrison, à une amende de 5 000 $ par jour. Donc on n'est plus sur les 5 000 $ par mois que paye Lorraine à Michael, là on est vraiment en tarif journalier. Pourtant, Lorraine et Rob n'ont pas l'air de vouloir partir pour autant, et ils vont rester sur place. C'est une lettre qui pose quand même pas mal de questions, cette histoire d'intervention, parce que on le sait depuis le début effectivement que la maison est insalubre, Michael Barrison l'avait dit plusieurs mois à l'avance à Lorraine et Rob, donc pourquoi est-ce qu'ils le dénoncent à la mairie? Eh bien, ils vont expliquer pendant le procès toujours cette histoire. Eux sont harcelés, ce sont eux les victimes, ils ont été harcelés par Michael et toute son équipe, et c'est pour ça qu'ils ont fait tout ça. Comme je vous l'ai dit, dans sa plainte à SafeSport, Lorraine Canerac, elle parle de harcèlement de l'extrême. Au procès, elle va aller plus loin, et elle va carrément parler de torture mentale. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a subi, Lorraine Canerac? Elle, ce qu'elle va dire, c'est que Marie Haskins était jalouse d'elle, qu'elle était hautaine. Elle va dire qu'on lui volait ses affaires, qu'il y a un moment donné où Michael Barrison a surgi aussi dans le noir et lui a fait peur, et qu'à un moment aussi ils ont été interdits des tables, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le droit d'aller à l'étable à partir de 21h ou quelque chose comme ça, ils n'avaient plus le droit d'y aller quand il faisait nuit, ce que l'avocat de Michael Barrison va justifier en disant que, en fait, Lorraine Canerac a été vue à plusieurs reprises la nuit tournant autour des chevaux, des bâtiments, de fermes, etc. et qu'on lui a interdit l'accès le soir parce que, en fait, tout le monde était super flippé. Alors, qui dit la vérité là-dedans, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce sont les seuls éléments que va citer Lorraine Canerac comme preuve de ce qu'elle va qualifier, je rappelle, de harcèlement de l'extrême et de torture mentale. En revanche, ce qu'on sait, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, pendant tout ce process, Lorraine Canerac, elle va poster sur Facebook de manière très régulière des messages très particuliers. Je vais vous en lire quelques-uns pour que vous voyez un petit peu la teneur des messages qu'elle pouvait poster.
Tout le monde devrait s'inquiéter. Je ne suis responsable de rien de ce que font mes autres personnalités quand elles se sentent menacées. Je pourrais me cacher dans un bunker pour nous garder tous les 9 en sécurité. Oh, on est 10 si on inclut Rob, et les chiens, et mes chevaux. Je pense qu'il va nous falloir un plus gros bateau. À chaque fois que j'améliore mon jeu aux échecs, je me rappelle toujours que ceux qui sont obsédés par le fait de protéger leur reine, peu importe la finalité, sont toujours ceux qui vont réaliser un peu trop tard que le roi a été capturé et tué, et que tout le château est en train de s'effondrer. Parfois, la reine a besoin d'être sacrifiée pour protéger le château. L'avocat de Michael Barrison va lui poser la question « Qui est le roi ?» Dans ce message, elle dit il s'agit de Michael Barrison. Qui est la reine? Mary Haskins. Et le château, c'est le business de Michael Barrison. Et on rappelle que dans ces messages, elle parle de tuer la reine. Il y aura d'autres messages dans lesquels elle parle également de tuer le roi. Elle va parler d'aller à la guerre plusieurs fois dans ses messages. Elle va, semble-t-il, dire qu'elle s'amuse de voir tout le monde paniquer parce qu'ils ne savent plus où parler sans qu'elle les entende. Elle va parler donc plusieurs fois de tuer le roi, tuer la reine, etc. Elle va parler d'elle-même aussi en disant qu'elle est narcissique et utiliser le hashtag bipolaire. Elle va donc sous-entendre sur Facebook qu'elle a des problèmes mentaux, elle va parler donc de sa bipolarité, et elle va parler de cette histoire de « j'ai plusieurs personnalités, je suis pas responsable de ce qu'elles font ». Et si vous vous posez la question de savoir si Lorraine est bipolaire ou si elle a un trouble de la personnalité et qu'elle a effectivement 9 personnalités, la réponse est non. Elle n'a a priori pas de problème de santé mentale. D'ailleurs à ce sujet, Ed Blinkas va lui poser la question pendant son témoignage, il va lui dire « Est-ce que vous parlez de vos problèmes de santé mentale sur Facebook ?» Et Lorraine va répondre « Not seriously, anyway. » Donc pour elle, c'est une blague de parler de bipolarité et de ses 9 personnalités. Elle fait de l'humour. Dans tous ses messages sur Facebook, elle va aussi expliquer qu'elle a un plan pour détruire Michael Barrison, que ce plan est en train de se mettre en place. Elle va parler d'armes, elle va expliquer qu'elle est une très bonne tireuse et qu'elle a 2 armes. Alors elle précise que ces armes ne sont pas avec elle dans le New Jersey, mais dans un autre poste, elle va dire qu'elle dort avec une arme sous son oreiller, et que cette arme est tellement petite qu'elle peut tenir dans un sac à main. Elle va dire un certain nombre de choses comme ça, et forcément, l'avocat de Michael Barrison va lui poser ces questions-là au moment de son témoignage, au moment du procès. Il va lui demander « Est-ce que vous aviez un plan pour détruire Michael Barrison ?» Elle répond « At some point, yes. » Il va lui demander si elle avait un plan pour détruire son business. « Yeah, that was in my mind. » Et puis il va lui parler de cette histoire, il va lui dire « Mais vous vous rendez compte qu'il avait tellement peur qu'il a quitté son domicile? Est-ce que vous aviez dans votre plan l'intention de faire de Michael Barrison un SDF? » Maybe. Mais alors comment elle explique tout ça? Pourquoi elle avait un plan? Eh ben elle va redire que c'est parce que elle était harcelée par Michael Barrison et qu'en fait elle dit oui j'ai monté ce plan là mais c'est pas moi qui ai commencé, c'est lui qui a commencé, il était de moins en moins présent comme prof, j'avais de plus en plus de cours donnés par Mary et Justin à la limite ça passe, Mary, on a le même niveau, c'est inadmissible que ce soit ma prof. Michael Barrison investissait tout son temps auprès de Mary pour l'aider, elle, à devenir une meilleure cavalière et à se préparer pour les JO, juste parce que c'était sa copine. Moi, je le payais et j'avais pas le droit aux mêmes égards, c'est dégueulasse. Et puis j'étais harcelée de tous les côtés, et c'est pour ça que j'ai fait ce plan-là. Elle dit que ses messages sur Facebook, c'était sa façon de se lâcher, que oui, elle savait qu'un certain nombre de gens pouvaient voir ses posts, y compris Michael Barrison et Mary Haskins Gray, qu'elle avait plein de gens, elle était suivie par plein de gens du monde équestre, certes, mais c'était sa façon de s'exprimer et que Michael Barrison lui en faisait voir de toutes les couleurs. Même si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, qui a commencé à harceler qui, ce qu'on comprend de tous ces éléments, c'est que dans les mois et les semaines qui ont précédé le moment de l'incident, ce moment où Lorraine Kanerek se fait tirer dessus, l'ambiance à la ferme, elle est dégueulasse. Il y a 2 camps qui se sont formés, d'un côté Lorraine et Rob, et de l'autre côté Michael avec Mary, Justin et toute la team globalement du centre équestre qui s'est aussi renfermée et un peu liguée contre Lorraine et Rob. Ce qu'on voit aussi très bien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'accélère à partir du 31 juillet.
L'ambiance, elle est de pire en pire, la police est appelée très régulièrement, on sent qu'il y a une montée en puissance de quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 7 août 2019 ? Il y a évidemment deux histoires, deux versions, celle de l'accusation, celle de la défense, mais il y a des éléments déjà factuels qu'on connaît. Vous vous souvenez que quelques jours avant le drame, Lorraine a porté plainte, en quelque sorte elle a déposé une plainte en tout cas à l'association Safe Sport contre Michael, et elle a précisé que les agissements de Michael concernaient un enfant, le fils en l'occurrence de Mary. Que va faire Safe Sport avec cette info ? Eh bien ils vont contacter les services sociaux. Le 7 août, il y a donc une assistante sociale qui se pointe à la ferme et qui demande à parler à Mary. Elles vont toutes les deux dans le bureau de Michael et elles ferment la porte. Michael voit ça, c'est quelque chose qui va l'inquiéter, il va tout de suite comprendre, même si l'assistante sociale ne va pas le dire, mais il va comprendre très rapidement que c'est Lorraine qui l'a dénoncé pour quelque chose, il ne sait pas quoi, et il va rentrer une première fois dans le bureau, il a l'air très inquiet, il a l'air très agité. Elles sont en train de parler, il ressort, il va recommencer ça une seconde fois, et puis il semble qu'il va entendre à ce moment-là parler d'abus sexuels. Lorraine n'a pas parlé d'abus sexuels de son côté, mais c'est ce que va entendre Michael, et c'est une information qui va le bouleverser particulièrement, parce que ce qu'il va en déduire, c'est qu'il est potentiellement faussement accusé d'abus sur le fils de sa compagne. Bon, c'est traumatisant, quoi qu'il arrive, je pense pour n'importe qui, mais dans son cas, c'est particulièrement intense parce que lui-même a été abusé par sa mère pendant de très nombreuses années quand il était enfant. Donc c'est quelque chose qui va le toucher et qui va être décrit comme étant le moment du trop-plein pour lui. Il va rentrer une troisième fois dans le bureau où se trouve toujours l'assistante sociale et Mary, et il va là cette fois-ci carrément leur demander de dégager, il va leur dire qu'il a besoin du bureau et leur demander d'aller ailleurs, ce qu'elles vont faire. Il rentre dans le bureau et il se dirige vers son coffre-fort dans lequel il garde ses armes. Il y a plusieurs armes dans ce coffre, mais toutes n'ont pas de munitions. Et il va prendre une arme qui n'est pas la sienne, il va prendre un revolver qui appartient à une psychologue qui monte à cheval et qui a son cheval chez lui et qui avait laissé son arme là. Alors, il a été dit que, en fait, elle lui avait donné son arme comme protection, ce qui est illégal, donc elle a été poursuivie pour ça. Donc elle a dit que pas du tout, elle lui avait pas donné, elle l'avait laissé là pour elle-même, parce qu'il y avait un coffre et que c'était bien pratique. Où est la vérité, encore une fois, on ne sait pas. Toujours est-il que c'est la seule arme dans toutes celles qui sont présentes, enfin toutes celles, il y en a 3 je crois, dans le coffre de Michael Barryson à ce moment-là, pour laquelle il y a des munitions. Donc il va prendre l'arme, il va prendre des balles, il va charger l'arme, et il va monter dans sa voiture. C'est quelque chose que le procureur va rappeler, c'est que pour lui, c'est une indication du fait que Michael Barryson était parfaitement conscient de ce qu'il faisait, puisque à ce moment-là, il a tenté plusieurs fois d'entrer dans le bureau, il demande consciemment à l'assistante et à sa compagne de sortir, et parmi les armes présentes, il en prend une pour laquelle il y a des munitions. Donc pour lui, c'est le signe d'une conscience à ce moment-là. Il monte ensuite dans sa voiture, parce que la propriété est super grande, donc la maison où logent Rob et Lorraine est à l'entrée de la propriété, et il va conduire jusqu'à cette maison. Les autres informations qu'on a, de façon sûre et certaine, c'est cette histoire de caméra de surveillance. Vous vous souvenez peut-être que Lorraine et Rob avaient commandé le 31 juillet non seulement 2 dictaphones, mais aussi des caméras. Alors qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces caméras ? Il y en a une qui est placée à l'intérieur de leur domicile, et les 2 autres sont à l'extérieur. Ce ne sont pas des caméras qui enregistrent en permanence, ce sont des caméras, vous savez, qui réagissent au mouvement, et ça envoie directement une notification sur le téléphone de Rob Goodwin. Ce qu'on sait, c'est que ces caméras, qui fonctionnent et sont branchées depuis plusieurs jours, vont être débranchées. En tout cas, c'est ce que va dire Rob Goodwin. Très peu de temps avant l'incident, à 13h42, Rob Goodwin reçoit une notification sur son téléphone d'une des caméras parce qu'il y a un mouvement.
Lui, ce qu'il va dire, c'est que ça l'a saoulé à ce moment-là de recevoir une notification à chaque fois qu'il passait devant cette caméra, qui est donc dans son domicile, donc on imagine qu'il passait souvent devant, et du coup, bah voilà, à ce moment-là, ça le saoule, et il décide de débrancher toutes les caméras, y compris les 2 qui sont présentes à l'extérieur, et qui auraient pu filmer toute la scène. À partir de là, les informations qu'on a, c'est la version de Rob et de Lauren, puisque, je vous le rappelle, Michael Barrison dit qu'il ne se souvient d'absolument rien du tout de ce qui s'est passé. D'après Rob et Lauren, et donc c'est ce que va soutenir aussi l'accusation, voici ce qui s'est passé. Lauren est assise dans le jardin, elle est en train de bouquiner. Rob est à l'intérieur, je crois qu'il est en train d'étendre une lessive. Et à ce moment-là, arrive une voiture. Lauren reconnaît que c'est la voiture de Michael. Elle rentre dans la maison pour prévenir Rob et lui dire « Michael est là, je ne sais pas ce qu'il veut ». À ce moment-là, Rob Goodwin prend son téléphone, il appelle leur avocat, Lauren et lui. Il sort, le téléphone à la main. Il passe devant Lauren qui dit qu'elle est très flippée et qu'elle se met derrière Rob. Et Michael se tient derrière un petit buisson qui lui cache une partie du corps, donc il ne voit pas ses mains. Rob est toujours au téléphone avec leur avocat, il passe le téléphone à Lauren, qui ne parle pas à l'avocat, elle tient simplement le téléphone. Ils attendent, et Michael va leur dire une phrase du type « Comment on fait pour arrêter cette guerre ? Comment on sort de tout ça dans les meilleures conditions possibles ?» D'après eux, il est extrêmement calme à ce moment-là, et Rob lui répond en lui disant « Écoute, ça va être compliqué, maintenant qu'il y a des avocats mêlés à tout ça, ça va être difficile de s'en sortir, laissons donc faire les avocats. » Lauren, qui est toujours planquée derrière Rob, sort, s'avance, et commence à parler à Michael, elle se rapproche de lui, elle descend, ils sont sur une petite terrasse, elle descend, elle commence une phrase, et au milieu de cette phrase, Michael Barrison sort de derrière le buisson, elle voit à ce moment-là qu'il a une arme, il la pointe sur elle, il tire à 2 reprises, il pointe ensuite son arme sur Rob Goodwin, qui se tient derrière Lauren, un petit peu plus haut. Boom, boom, then he raises his hand up to where Rob was standing on the porch, shoots at him, the trajectory being the head. Ensuite, il dépasse Lauren et il court vers Rob Goodwin. Lauren, à ce moment-là, elle a toujours le téléphone de Rob à la main. Elle dit qu'elle fait des petits tours comme ça sur elle-même. Elle réalise pas trop qu'elle vient de se faire tirer dessus. Elle a un petit peu de mal à percuter ce qui vient de se passer, on peut le comprendre. À ce moment-là, elle pense que Michael a touché Rob en pleine tête et que Rob est mort. Elle se dit qu'il faut qu'elle appelle le 911. Elle a un téléphone dans la main, je le rappelle, celui de Rob. Elle est toujours au téléphone avec l'avocat. Elle prend le téléphone, elle parle à l'avocat, elle lui dit « Oh mon Dieu, je viens de me faire tirer dessus ». Elle raccroche. Elle laisse tomber le téléphone à terre. Elle remonte les escaliers qui montent à la terrasse. Elle va chercher son téléphone à elle, qui est posé sur une table. Elle prend son téléphone, elle essaye de le déverrouiller, mais elle dit qu'elle a trop de sang, le sang a coulé sur ses mains et qu'elle n'arrive pas à déverrouiller son téléphone. Elle repose son téléphone sur la table. Elle redescend des marches, parce qu'elle se rappelle entre-temps qu'elle avait le téléphone de Rob à la main et qu'elle l'a laissé par terre en bas de la terrasse, donc elle redescend. Elle va récupérer le téléphone de Rob par terre. Elle s'en sert pour appeler le 911. Rob, au milieu de tout ça, va venir chercher le téléphone. En fait, dans l'appel, c'est Lauren qui appelle, mais à un moment donné, lui vient, il lui prend le téléphone et c'est lui qui va donner d'autres indications à l'opérateur, notamment leur adresse, etc. Pendant que Rob fait ça, Lauren se dit « Mon Dieu, l'arme est proche de Michael ». Je vous expliquerai après ce qui s'est passé entre Rob et Michael. Il risque de se servir de l'arme et peut-être de retirer sur Rob. Donc elle remonte les marches, elle va rechercher son téléphone, elle redescend et elle commence à taper sur la tête de Michael avec son téléphone. Tout ce petit circuit, elle le fait donc en ayant reçu 2 balles dans le corps. Comment est-ce qu'elle fait ? L'adrénaline, c'est ce qu'elle dit. Elle dit « J'ai pas pensé, je venais de me faire tirer dessus ». L'adrénaline m'a aidé à faire tout ça, et écoutez, j'étais un peu à l'ouest, j'ai pas percuté que j'avais un téléphone dans la main. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez, en tout cas, c'est ce qu'elle raconte. Qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps-là du côté de Rob ? Lui dit que il voit Michael arriver vers lui. Alors il va dire au départ qu'il n'avait pas vu du tout que Michael avait une arme et qu'il avait tiré sur Lauren, puis il va dire que si, en fait il avait vu l'arme, qu'il a vu toute l'action. Voilà, on ne sait pas trop, on rappelle que le procès est aussi 2 ans et demi après les faits, donc on oublie aussi, et puis ça reste un événement quand même traumatique. Il voit Michael courir vers lui, il se dirige en courant vers la maison, il commence à rentrer à l'intérieur, puis il se dit «
je vaux mieux que ça, je suis plus courageux que ça. Il ressort, il commence à taper sur Michael Barrison. Le chien de la famille, enfin de Rob et de Lorraine, sort à ce moment-là, commence à attaquer Michael Barrison aussi, qui se retrouve très rapidement au sol. On sait qu'à un moment donné, Michael se relève et commence à partir. Il tourne le dos à Rob et qui commence à se rapprocher de sa voiture. Rob arrive par derrière et l'étrangle jusqu'à ce que Michael perde connaissance. Une fois au sol, eh bien, c'est à ce moment-là que Rob s'aperçoit que Lorraine est en train de passer l'appel au 911. Il prend le téléphone, il parle à l'opérateur, il raccroche, et à ce moment-là, dit-il, Michael Barrison commence à reprendre connaissance. Il a peur, donc il retourne continuer à le tabasser pendant que Lorraine continue également à taper sur la tête de Michael Barrison avec son téléphone à elle. Voilà pour la version selon Rob et Lorraine. Il y a évidemment des experts qui sont intervenus pendant le procès pour dire si oui ou non c'était possible que Michael ait complètement oublié cet événement et qu'il ait déconnecté en fait de la réalité à ce moment-là et qu'il ait agi d'une manière en n'étant pas conscient de ce qu'il faisait. Je vais pas rentrer dans ces témoignages-là parce que vous vous en doutez bien, les deux experts de la défense vont dire que c'est tout à fait possible et que en plus Michael Barrison a reçu pas mal de coups à la tête pendant qu'il se battait avec Rob Goodwin, donc ça peut aussi, le choc sur la tête peut aussi expliquer le fait qu'il ne se souvienne pas. Et bien évidemment, l'expert de l'accusation va dire ce n'est pas possible, ou c'est très très rare, donc c'est hautement improbable, il y a beaucoup plus de chances pour qu'il ne dise pas la vérité et que il essaye juste de s'en sortir en mentant. Donc ça nous amène pas forcément grand chose, ces témoignages d'experts. Ce que va rappeler le procureur pendant son discours de fin, c'est que, en fait, les deux parties se harcelaient mutuellement, on ne sait pas très bien qui a commencé. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se faisaient des coups un peu dégueulasses mutuellement, et que pour lui, comme je vous le disais, le fait que Michael rentre dans le bureau, choisisse la seule arme qui a des munitions, prenne sa voiture, et aille tirer, en fait, sur Rob et Lorraine, parce qu'il se sentait menacé, tout ça, ça prouve bien qu'il était dans un état émotionnel complètement intense, qu'il a laissé les émotions prendre le dessus, qu'il n'a certes plus réfléchi, mais qu'il est resté conscient, et que si vraiment il était complètement ailleurs et perdu, il aurait peut-être pris une arme qui n'avait pas de munitions, il aurait peut-être pas fait les choses aussi bien, peut-être qu'il aurait pas pu conduire par exemple aussi. Certes, Rob et Lorraine ont fait des trucs assez dégueulasses dans toute cette histoire, mais que quoi qu'il arrive, ça ne justifie pas qu'on se fasse tirer dessus. Lorraine a quand même failli vraiment y rester. Pour lui, c'est évident que Michael était parfaitement conscient de ce qu'il faisait à ce moment-là. Cette version que je viens de vous raconter de ce qui s'est passé, c'est, comme je vous le disais, la version de Rob et Lorraine. On n'a absolument rien d'autre pour valider ou contredire ce qu'ils nous disent. Pourquoi on n'a rien ? Parce que Michael Barrison ne se souvient de rien, mais aussi parce que, on le rappelle, Rob Goodwin a éteint les caméras qui se trouvaient à l'extérieur. C'est quand même une drôle de coïncidence, c'est ce que nous dit l'avocat de la défense, l'avocat de Michael Barrison. C'est quand même étonnant que pile à ce moment-là, Rob Goodwin décide de couper les caméras. Il n'y a pas eu d'enquête qui a été faite en réalité, puisque la police est arrivée, Rob Goodwin a dit « voilà le tireur, c'est lui », ils ont arrêté Michael Barrison, et c'est tout. Donc ils n'ont pas cherché en fait quoi que ce soit, ils se sont basés sur ce que racontaient Rob et Lorraine pour établir les faits. Ça c'est un vrai problème parce que ça pose plusieurs questions. La première c'est que on ne sait pas si les caméras étaient vraiment déconnectées ou pas. La compagnie qui possède les caméras n'a pas été contactée pour valider si oui ou non les caméras avaient bien été arrêtées. On ne sait pas non plus combien de temps ça reste dans le cloud. Donc on ne sait pas si peut-être il y avait des preuves, il y avait en fait des images à ce moment-là. Il y a aussi des choses un petit peu étonnantes. Pourquoi est-ce que Lorraine, elle raconte toute cette histoire un peu chelou, qu'elle avait un téléphone à la main, qu'elle l'a laissé tomber, qu'elle allait en chercher un autre pour appeler le 911, etc. Parce que, au départ, Rob et Lorraine n'ont pas donné cette version-là des faits. Dans la première version de ce qu'ils ont raconté juste après les faits, ils ont dit tous les deux qu'au départ, Lorraine était toute seule dehors, Michael est arrivé, et c'est elle qui a parlé à Michael, il lui a tiré dessus, elle est rentrée dans la maison pour dire à Rob « je me suis fait tirer dessus par Michael, ne sors surtout pas », il est sorti quand même, et il a commencé à se battre avec lui.
Ils ont donné des indications sur ces histoires de où est-ce qu'était leur téléphone, où est-ce qu'ils les avaient posés, sauf que ça ne correspondait pas aux endroits où la police avait retrouvé les téléphones. Et bizarrement, cette version, elle a changé, après elle a évolué. Pourquoi est-ce que ça a changé comme ça ? Rob Goodwin va dire que il était sur l'instant, l'adrénaline, il a dit ce dont il se souvenait pas bien, c'est comme ça. Lorraine a été interrogée en septembre, je crois début septembre 2019, donc elle dit mais moi je sortais à peine de soins intensifs, j'étais encore hospitalisée, j'étais sous médoc, donc franchement ce que j'ai pu raconter à ce moment-là, je ne sais pas. Et tout ça est tout à fait possible, tout ça est tout à fait crédible. Le problème dans tout ça, c'est quand même qu'ils ont changé plusieurs fois d'histoire et qu'ils se sont aussi contredits pendant le procès, parce qu'il y a notamment cette histoire-là de téléphone de Lorraine qui monte des marches après s'être fait tirer dessus, qui est très étrange, qui pose vraiment question, et Rob Goodwin va dire que Lorraine n'a causé aucun dommage en frappant Michael, et il va dire c'est impossible, parce qu'elle n'était pas en état, elle était sur le sol, en train de se vider de son sang. Et l'avocat de la défense va dire attendez, il y a 2 secondes, elle était en train de courir, de monter des marches, est-ce que du coup elle est en train d'agoniser sur le sol ou est-ce qu'elle est en train de monter des marches ? Et Rob va dire elle n'était pas en mesure de monter des marches. Il y a aussi une histoire très étrange où au départ Lorraine va raconter qu'il y a un moment quand elle s'est fait tirer dessus, au départ elle a couru autour de la maison et Rob sur l'instant va dire qu'elle a disparu. Donc ils vont tous les deux employer ce terme de Lorraine va dire j'ai disparu un moment et lui va dire elle a disparu. Ils vont revenir là-dessus au procès, elle va dire non mais je voulais dire que j'ai disparu dans ma tête, j'étais plus très présente. Et lui va dire oui il y a un moment où je l'ai plus vue parce qu'elle était sur le sol. Voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses qui posent question et pour lesquelles on n'a pas les réponses, et les réponses qu'apportent Rob et Lorraine sont pas hyper satisfaisante. L'autre chose, c'est que même si la police a eu l'autorisation de faire tester l'arme pour vérifier les empreintes digitales, vérifier qui avait tiré, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de test non plus réalisé sur qui que ce soit, vous savez, au niveau des mains pour vérifier les traces de poudre. Et on sait que quand la police est arrivée au départ, il y a un moment où Rob Goodwin est rentré dans la maison. Alors lui dit qu'il est rentré vraiment 5 minutes, à peine le temps de faire rentrer le chien qui continuait à attaquer et qui essayait d'attaquer le policier. Mais en fait, personne ne sait trop parce que les policiers ne faisaient pas hyper attention à ce moment-là. Donc on ne sait pas combien de temps il est rentré dans la maison. Et peut-être qu'il est rentré et qu'il s'est lavé les mains pour effacer les traces de poudre. On ne sait pas non plus dans quelle mesure les événements se sont déroulés de cette manière-là. Michael Barrison, je vous mets pas les photos, mais il était extrêmement amoché. Je pense que vous pouvez les trouver sur Google assez facilement si vous cherchez. Il a été aussi hospitalisé, je vous l'ai dit au début, après cet événement. Il s'est fait sacrément tabasser par Rob et par Lorraine. Il a été aussi mordu à différents endroits du corps, notamment au niveau de l'aine, donc proche des parties génitales, par le chien de Rob et Lorraine. Et ce que va laisser entendre l'avocat de la défense, c'est que peut-être qu'en réalité, Michael y venait armé parce qu'il avait peur, mais qu'il n'avait pas l'intention de tirer sur qui que ce soit, que peut-être Rob et Lorraine l'ont attaqué, que des coups de feu sont partis, et que c'est ce qui a touché Lorraine, mais que c'est peut-être pas Michael Barrison qui a consciemment, volontairement tiré. Et pour dire ça, il s'appuie aussi sur quelque chose qui est que, officiellement, d'après ce qu'ont dit Rob et Lorraine, il y a 3 coups qui ont été tirés. 2 sur Lorraine, et 1 qui est donc le coup qui aurait manqué Rob Goodwin. Sauf que la police a passé l'ensemble au peigne fin, et ils n'ont retrouvé que 2 douilles. Et s'ils n'ont retrouvé que 2 douilles, sachant que Lorraine a été touchée à 2 reprises, eh bien ça pose question, est-ce que vraiment Michael Barrison a essayé de tirer sur Rob Goodwin ? Et sinon, ça veut dire que il est inculpé pour 2 tentatives d'homicide, il n'y en a peut-être qu'une. Il va aussi baser son argumentation sur un principe de la loi, alors qui n'est pas une loi en tant que telle, mais qui dit que si un témoin ment sur une chose, alors on est en droit, en tant que juré, de considérer que l'entièreté de son témoignage est un mensonge. Et il va soulever tous les points que je vous ai déjà donnés, donc toutes les contradictions qu'il y a pu avoir entre
les premiers témoignages de Rob et Lauren et puis ce qu'ils vont dire au procès. Cette histoire qui est très étrange de Lauren qui fait des tas de trucs alors qu'elle s'est fait tirer dessus et qui limite court partout. Cette histoire de caméra qui a été débranchée, etc., etc. Et il va dire, vous voyez bien que ces gens vous mentent. Utilisez votre bon sens. Faites ce que vous feriez d'habitude dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un vous ment, est-ce que vous avez envie de le croire ? Est-ce que cet élément est crédible ? Est-ce que celui-ci est crédible ? Et il va soulever comme ça tout un tas de questions et donc remettre en cause le témoignage de Rob et de Lauren. Même s'il va évidemment rappeler que c'est horrible ce qu'a subi Lauren et que personne mérite de se faire tirer dessus, il va aussi rappeler que c'est horrible ce que Rob et Lauren ont fait subir à Michael Barrison. Michael Barrison était dans un état psychologique absolument terrible. Il était terrifié par Lauren et Rob, et il y a un certain nombre de témoins qui sont passés à la barre et qui ont expliqué que Michael Barrison ne dormait plus, ne se lavait plus, ne mangeait plus, qu'il ne montait plus à cheval, il ne donnait plus de cours. L'employé de la mairie qui est venu, vous savez, il y a des employés là qui étaient venus le 6 pour checker un petit peu les habitations suite à la lettre de Rob et Lauren, et il y a parmi ces employés une personne qui a dit « Je n'ai pas reconnu Michael Barrison tellement il avait changé physiquement, c'était l'ombre de lui-même. » Apparemment, d'après certains témoins, il errait la nuit dans sa ferme tellement il avait peur en fait que Lauren et Rob viennent tout détruire, qu'ils mettent le feu, qu'ils attaquent les chevaux, etc. Donc il était dans un état de détresse extrême. Sa compagne, Mary, a témoigné aussi en disant qu'à de nombreuses reprises, elle l'a vu se mettre sur le canapé en position fétale en pleurant et qu'il était vraiment, oui, dans un état de détresse extrême. Et ça, pour le coup, voilà, il y a de très nombreux témoins qui l'ont vu et qui ont témoigné pour Michael, même si, encore une fois, on peut jamais être sûr, ça reste des témoins, mais il y a un certain nombre de gens qui l'ont vu. Mary et Michael n'étaient plus ensemble au moment du procès. Elle a quand même témoigné en sa faveur. Elle a aussi dit que Michael n'avait jamais été seul avec son fils et que ses enfants adoraient Michael et que tout se passait super bien. Ce que va dire à la fin Ed Belinkas, l'avocat de Michael Barrison, c'est que Michael Barrison c'est quelqu'un d'intelligent et qu'il n'a aucun intérêt à dire qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé puisque ça le dessert. Puisque du coup il reste que la version de Rob et Lauren. Et que selon lui, il aurait bien mieux fait de dire qu'il avait agi en légitime défense, puisqu'il n'y avait pas de témoins, donc c'était la parole des uns contre la parole des autres, et il s'était fait tabasser, donc il aurait tout à fait pu, s'il avait fallu inventer une histoire, dire que il s'était fait tabasser, et qu'il était venu avec une arme parce qu'il avait peur, et qu'il leur avait tiré dessus pour se défendre. Donc voilà, pour cette histoire, vous avez eu les mêmes éléments que ceux qu'ont eu les jurés lors de ce procès. À votre avis, est-ce que Michael Barrison était conscient ? Est-ce qu'il est coupable ? Est-ce qu'il a agi en connaissance de cause ? Ou est-ce que il a eu effectivement un moment de folie passagère ? Et est-ce qu'il est non coupable, non responsable de ses actes ? Dites-moi en commentaire à ce moment-là de la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel verdict est-ce que vous auriez donné ? Le vrai jury, lui, il va lui falloir 4 jours pour se mettre d'accord et annoncer leur verdict. Et le verdict, le voici. With regard to count 1, attempted murder of Lauren Canarak, what is your verdict? Not guilty by reason of insanity. With regard to count 2, attempted murder of Robert Goodwin, what is your verdict, sir? Not guilty. Ce verdict, il est hyper surprenant parce qu'il est extrêmement rare, ça n'arrive quasiment jamais que quelqu'un soit reconnu non coupable pour folie. Ça veut pas dire que Michael Barrison n'a pas eu de punition entre guillemets, il a été envoyé dans un centre de soins psychiatriques pour être traité, il doit tous les 6 mois repasser devant un juge et c'est le juge qui estime s'il est en capacité de ressortir ou non. Pour l'instant, à ma connaissance, il est toujours dans ce centre, il est toujours traité là-bas. Comment ça se fait du coup que Michael Barrison ait obtenu ce verdict ? J'ai regardé pas mal d'analyses d'experts aux États-Unis et ce qu'ils disent c'est que il y a plusieurs choses. Déjà, Michael Barrison, je vais vous mettre une petite compile des têtes qu'il faisait pendant le procès et c'est vrai qu'il a l'air complètement paumé, il a l'air complètement à l'ouest
et on le voit et on y croit, on se dit effectivement ce mec est fou. C'est quelque chose qui a été assez critiqué par l'accusation, mais aussi par certains journalistes, en tout cas qui a posé question, parce que Michael Barryson, quelques heures après le verdict, a donné une interview, et c'est vrai qu'il a l'air parfaitement normal, et ça fait un petit choc quand on voit l'avant-après. I wanted Lauren Kanarek to leave, to go away. Why would I want anyone dead? I have no recollection of that event, zero, nothing. Donc, est-ce que c'était une stratégie aussi de ses avocats qui lui ont dit d'avoir l'air le moins sain possible d'esprit pour que les jurés puissent bien voir qu'effectivement il y avait un truc qui allait pas? Écoutez, il y a de grandes chances. Maintenant, si on prend Lauren Kanarek par exemple, elle était clairement passée chez le coiffeur, la maquilleuse, elle avait un petit corsage, collier de perles, etc. Clairement, elle avait été complètement pimpée, elle avait été Marie-Françoisisée, si on peut dire, pour avoir l'air d'être quelqu'un de très posé, de très responsable, etc. Et faire oublier le fait que son témoignage commençait par elle expliquant qu'elle était une ancienne addicte à l'héroïne. Donc, bon, est-ce que c'était une stratégie de la défense de demander à Michael d'avoir l'air le plus hébété possible? Très certainement. Mais c'est aussi le jeu, entre guillemets, d'un procès, c'est de donner une impression sur l'instant pour faire valoir son point auprès du juré et du juge. Donc moi, ça me choque pas, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais voilà, en tout cas, ça ne m'étonne pas plus que ça. Donc le fait que Michael ait l'air complètement hébété comme ça pendant tout le procès, ça a très certainement joué d'après les experts, mais l'autre chose qui a joué aussi, semble-t-il, c'est que Lauren et Rob ont eu très mauvaise presse, c'est-à-dire qu'ils sont apparus comme étant des gens hautains, désagréables, détestables. Ils dégageaient quelque chose qui a fait que, de toute façon, on n'avait pas envie d'être de leur côté. Et c'est vrai que Lauren, notamment, elle a l'air complètement dédaigneuse, notamment quand elle parle de Mary. Elle dit à la fois que c'est Mary qui était hautaine, et en même temps que, c'était une espèce de vieille merde, il n'y a pas d'autre mot, et que elle n'avait pas les compétences, qu'elle n'avait pas le niveau pour l'entraîner elle, qu'elle valait mieux que ça. Enfin, il y a des trucs comme ça, voilà, bon. Elle n'a pas été très sympathique, son capital sympathie n'était pas excellent, il faut bien l'avouer. Accessoirement, il y a des choses qui n'ont pas été dites dans le procès, notamment, il semble que Lauren Kanarek, c'est pas la première fois qu'elle a des problèmes de cet ordre-là. Elle a été accusée à plusieurs reprises de harcèlement, notamment de harcèlement en ligne. Il y avait déjà eu des plaintes contre elle, notamment auprès de SafeSport, de l'association, vous savez, qu'elle-même avait contacté, pour du harcèlement, et SafeSport avait répondu que c'était des histoires privées et que ils pouvaient pas agir. Est-ce que c'est ça qu'a poussé Lauren du coup à dire que Michael harcelait aussi moralement le fils de Mary, pour être sûr qu'il y ait une réaction? Peut-être. Il y a eu une enquête, quand même, que vous le sachiez, il y a eu une enquête poussée pour savoir si, oui ou non, les enfants de Mary avaient été maltraités par Michael, et l'enquête a conclu que non, il n'y avait aucun signe de maltraitance de la part de Michael Barryson sur les enfants de Mary. Donc Lauren Kanarek avait eu plusieurs plaintes contre elle, elle-même était en procédure aussi, semble-t-il. Il y avait une procédure en cours en fait contre elle parce qu'elle avait fait des faux témoignages contre des gens qu'elle n'aimait pas. Donc il semble que Lauren, elle ait une espèce de manière de procéder comme ça, de process, où en fait, visiblement elle harcelait des gens, et quand les gens faisaient des choses ou disaient des choses qui ne lui plaisaient pas, elle n'hésitait pas à faire des faux témoignages contre eux. Ça n'a pas du tout été dit au procès, je pense, parce que ça n'avait pas de lien, ça pouvait porter préjudice à Lauren, alors que la question, je le rappelle, du procès, c'était pas est-ce que Michael Barryson leur a tiré dessus, est-ce que c'était mérité ou pas, mais est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait ou non. En tout cas, au moment du drame, là, juste après le 7 août, quand l'info est sortie que Michael Barryson avait tiré sur Lauren Kanarek, il y a eu plusieurs témoignages de personnes qui, dans la foulée, sans savoir ce qui s'était passé, ont écrit sur les réseaux. Alors je parle de personnes du monde équestre, qui les connaissaient tous les deux, qui ont écrit en disant qu'elle avait eu ce qu'elle méritait, qu'elle avait poussé son harcèlement trop loin pour cette fois-ci. D'autres gens ont écrit que Michael Barryson était leur héros. Maintenant, même si, visiblement, effectivement, cette femme, on peut se poser la question, est-ce que c'est un peu une connasse? Maybe. Ça ne méritait pas. Il n'y a rien qui mérite de se faire
tiré dessus. Est-ce que vraiment Michael Barrison a agi sans se souvenir? Est-ce que vraiment il a eu un moment de folie passagère? Je sais pas. Je pense que dans tous les cas, il avait besoin que ça s'arrête. Il vivait vraiment dans la peur, hein, on l'a vu, il était terrorisé à l'idée que Lorraine et Rob puissent lui faire du mal. Donc en tout cas pour lui c'était quelque chose, c'était une menace qui était réelle, même si Lorraine dit qu'elle serait jamais passée à l'acte et que c'était juste des mots sur les réseaux sociaux. Ça montre aussi l'impact des mots sur les réseaux sociaux, c'est aussi important à prendre en compte. Je pense en tout cas que c'est quelqu'un qui a un souci, ça c'est sûr. Je pense qu'elle s'est vraiment sentie pas bien au début en fait. Je pense qu'au départ, elle a vraiment eu cette impression qu'elle n'était pas traitée à sa juste valeur. Alors elle ramenait beaucoup au prix, elle disait c'est quand même une grosse somme d'argent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que 5 000 $ pour héberger, nourrir, prendre soin de 2 chevaux, les dresser, avoir des cours pratiquement tous les jours hein, pour ses chevaux, mais aussi pour elle, avec une équipe qui entraîne des cavaliers pour les Jeux Olympiques, ça me paraît pas délirant comme prix. Et en plus, le transport des chevaux et un appartement, ça me paraît pas si cher, enfin ça me paraît pas délirant en tout cas, parce que de toute façon, entretenir des chevaux déjà ça coûte extrêmement cher. Mais bon, elle a beaucoup ramené ça à cet argent. Je pense que dans sa tête, elle y allait vraiment pour son objectif. Elle a eu l'impression que son objectif n'était pas servi. Je pense que pour elle, effectivement, c'était un jeu. Je pense qu'elle est rentrée un peu dans un délire où pour elle, c'était fun, en fait, de faire ça. Je trouve que... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai été assez choquée quand même par le fait qu'elle fasse des blagues sur sa santé mentale. Le fait qu'elle parle comme ça de sa santé mentale, qu'elle fasse des blagues sur le fait d'être bipolaire ou sur le fait d'avoir un trouble de l'identité, un TDI, là, en disant qu'elle avait plusieurs personnalités, je trouve ça vraiment très problématique. Et le fait aussi qu'elle dise qu'elle avait 9 personnalités et qu'elle n'était pas responsable de ce qu'elle faisait si elle se sentait menacée. Donc il laisse supposer en plus que les gens avec un TDI sont dangereux, ce qui n'est absolument pas le cas. Ben voilà, je pense que ça montre bien en fait qu'elle n'a aucune idée de la portée de ses mots et de ses actes. Et puis ben, je pense qu'effectivement en face il y a eu une réaction. Je pense qu'il y a eu un peu un effet de groupe, c'est-à-dire que Michael Barrison, clairement, il était dépressif, il est dépressif, il a un trouble anxieux, c'est quelqu'un qui était déjà pas forcément au top, et je pense qu'il a pris tout ça extrêmement à cœur, il l'a vraiment vécu très intensément, et je pense qu'il y a une sorte de parano, en fait, qui s'est propagée comme ça au sein de ses équipes, mais aussi au sein des autres cavaliers, qui a été entretenu par Lorraine parce qu'elle sortait des bouts de conversation, il savait plus où il pouvait parler sans être écouté. Mais je pense qu'il y a eu un truc où en fait il y avait personne au milieu de tout ça qui a dit en fait stop, là il y a un problème, appelons un avocat dès le début. Et je pense que c'est vraiment parti en live. Je pense qu'il y a eu des fautes des deux côtés. Clairement, je pense que Lorraine est quelqu'un qui ne va pas très bien et qui ne sait pas gérer ses émotions et qui les gère en se vengeant sur les autres, ce qui n'est pas terrible. Je sais pas du coup, est-ce que ces nouveaux éléments que je vous donne là, est-ce que ça vous donne envie de changer ou non votre verdict? Je pense que si Lorraine était décédée, si elle s'en était pas sortie, je pense que Michael Barrison aurait été condamné. Déjà parce que déjà elle aurait pas été là, donc elle n'aurait pas pu témoigner et on n'aurait pas pu voir que c'était quelqu'un d'exécrable. Elle aurait pas fait cet effet-là au juré, donc ça n'aurait pas joué, mais aussi parce que ça aurait vraiment changé la donne, je pense. Rob Goodwin, lui, moi j'ai eu l'impression de quelqu'un de complètement dépassé, je pense que lui, il a complètement suivi ce que faisait Lorraine. Il le dit d'ailleurs à un moment dans le procès, il a jamais compris quel était le problème. Je pense qu'il a suivi parce que sa copine lui disait « mais si, regarde, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça », et que vraiment, il a l'air, dans son témoignage, il a l'air complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est tout pour cette histoire, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je l'ai trouvée complètement folle. Ça m'a rappelé l'émission, là, une vieille émission de dispute entre voisins. C'est terrible jusqu'où ça peut aller. Et effectivement, on oublie aussi un petit peu que Lorraine a quand même été victime dans cette histoire. Mine de rien, elle a quand même subi plusieurs opérations. Bon, elle est... comment on peut dire, j'allais dire défigurée du torse, je sais pas, des torsis...
bon, elle est abîmée, elle a des cicatrices. D'après ce que j'ai vu des photos post-opératoires, je pense qu'elle n'a plus de nombril, qu'ils ont été obligés de l'enlever en fait. Enfin, là où ils ont ouvert, ils n'ont pas pu recoudre avec son nombril. Donc voilà, c'est quand même ça a quand même des conséquences pas négligeables sur sa vie. C'est sûr qu'elle est certainement allée trop loin. Est-ce que ça méritait ça? On s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le concept de se mettre dans la peau d'un juré et d'avoir les mêmes éléments que le jury lors du procès vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain procès. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.